Bienvenue dans cette troisième série de physique concernant la propagation d'une onde lumineuse. Vous allez trouver au-dessous de cette vidéo le lien de cette série. Commençons par l'exercice 1. On éclaire une fente de largeur A égale 120 micromètres avec un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda émis par une diode laser. Le schéma ci-dessous est une reproduction de ce qui est obtenu sur un écran situé à une distance d égale 1,8 m de la fente. Première question. Nommez le phénomène qui est à l'origine de ce qu'on observe sur l'écran. Le phénomène qui est à l'origine de ce qu'on observe sur l'écran, c'est le phénomène de diffraction de la lumière. Donc, premièrement. Deuxième question. Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il? Dans quelles conditions se produit-il? L'enseignement que nous donne le phénomène de diffraction sur la nature de la lumière, c'est que cette dernière, c'est-à-dire la lumière, a un caractère ondulatoire. Ça veut dire c'est une onde. Donc la réponse à la première partie est la suivante. La diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. La deuxième partie de la question, dans quelles conditions se produit-il? Donc ce phénomène se produit lorsque la lumière rencontre un obstacle, qui peut être soit un objet matériel, tel que poussière, un fil, un cheveu, ou bien une ouverture dans une surface, telle qu'une fente ou un trou. La deuxième condition, il faut que la largeur de la fente ou bien le diamètre de l'obstacle, l'objet, doit être de l'ordre de la longueur d'onde. Expérimentalement, il doit être de l'ordre du dixième du millimètre, 10-4 mm. Donc, la réponse à la deuxième partie est la suivante. Le phénomène de diffraction se produit lorsque la lumière rencontre un obstacle, qui peut être un objet matériel, par exemple un fil, un cheveu, etc. Ou bien une ouverture dans une surface, comme une fente ou un trou. Troisième question, définir à partir d'un schéma l'écart angulaire. Donc on va tracer un schéma qui résume la situation de la diffraction en représentant la source, puis la fente et l'écran, et on représente sur le schéma l'écart angulaire. Le schéma suivant définit ce qu'on appelle l'écart angulaire ou bien le demi-angle de diffraction. On met la source de la lumière, puis l'obstacle et après l'écran. Et l'angle θ entre la direction initiale de propagation et la direction après l'ouverture constitue ce qu'on appelle l'écart angulaire, ou bien c'est le demi-angle de diffraction. Quatrième question, donnez la relation entre l'écart angulaire θ, la longueur d'onde lambda et la largeur A de la fente. Cette relation d'après le cours, c'est θ égale lambda sur A. Cinquième question, établir la relation entre la largeur A de la fente, la largeur L de la tâche centrale de la diffraction et la distance D séparant l'écran à la fente lorsque l'angle θ est petit. Pour répondre à cette question, je reviens vers le schéma précédent et je définis sur ce schéma la largeur de la tâche centrale. Donc cette largeur-là, on va l'appeler grand L. Donc on nous demande d'établir une relation entre la largeur L et puis la distance D entre l'écran et la plaque ou bien la fente, c'est-à-dire cette distance-là. Premièrement, on va prendre ce triangle rectangle. Voilà, ce triangle rectangle, on va exprimer la tangente de cet angle θ. La tangente de cet angle, c'est
cette partie-là, le côté opposé, sur cette partie-là, le côté adjacent. Cette partie-là, c'est la moitié de L. Tangente θ, elle est égale à L sur 2 divisé par grand D, ce qui donne L sur 2D. Et comme θ est petite, donc θ est égal à L sur 2D. Donc c'est la relation entre l'écart angulaire, la largeur de la tâche centrale et la distance à l'écran lorsque θ est petite. Sixième question. Calculez la longueur d'onde lambda dans le vide de la lumière émise par cette diode de laser si la largeur de la tâche centrale de diffraction est de 2 cm. Donc on doit calculer la longueur d'onde. D'après les questions précédentes, on avait θ égale lambda sur A, et par cette démonstration, on est arrivé à θ égale à L sur 2D. Donc je peux écrire comme réponse à la sixième question, sur A, qui représente l'expression de l'écart angulaire d'après la quatrième question. Elle est égale à l'écart angulaire L sur 2D, établi à la cinquième question. Donc je peux conclure que lambda égale petit a fois L sur 2D. Donc comme application numérique, lambda égale 120 micromètres, 10-6, fois la largeur de la tâche 2 cm, de 10-2, sur 2 fois la distance D, de 1,8 m. En respectant le nombre de chiffres significatifs, ça donne 6,7 10-7, c'est-à-dire 670 nanomètres. Septième question. Avec le même dispositif, l'angle serait-il plus grand en lumière bleue qu'en lumière rouge? Donc on sait, d'après la question 4, que θ égale lambda sur A. Avec le même dispositif expérimental, veut dire que A va rester constante et on va utiliser une lumière bleue au lieu de la lumière rouge. On sait que la longueur d'onde de la lumière bleue, c'est-à-dire lambda de la lumière bleue, elle est inférieure à la longueur d'onde de la lumière rouge. Donc, puisque lambda bleu est inférieur à lambda du rouge, donc θ, l'écart angulaire, sera plus petit en lumière bleue qu'en lumière rouge. Petit b, prévoir l'évolution de la figure observée si on diminue la largeur de la fente, les autres paramètres restant inchangés. De la relation établie à la question 6, je peux écrire L égale, à partir de là, L égale lambda fois 2D divisé par A. Donc si A diminue, alors la largeur de la tâche centrale augmente. Donc on verra une tâche centrale plus large si on diminue la valeur de A. Petit c, on dispose de deux fentes de diamètre 60 micromètres et 80 micromètres. On obtient sur l'écran deux figures de diffraction distinctes notées A et B ci-dessous. Associées en le justifiant chacune des deux fentes la figure de diffraction qui lui correspond. On a établi dans la question B que plus A est petite, plus la largeur de la tâche centrale augmente. Donc, la figure de diffraction grand A, la largeur de la tâche dans cette figure est plus grande que celle de la figure B. Donc, la figure de diffraction A correspond au diamètre A1 et la figure de diffraction B correspond au diamètre A2. On écrit donc, plus A est petit, plus L, la largeur de la tâche centrale, est grande. Donc, la figure de diffraction A correspond à A1 et B correspond à A2. Dernière question.
petit d, quel serait l'aspect de la tache centrale de diffraction avec une lumière blanche? Donc, si j'ai une lumière blanche, j'aurai quelque chose comme la somme de toutes les figures de diffraction sur l'écran. Et comme ça, la tache centrale, j'aurai la somme de toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Donc, la tache centrale dans la figure de diffraction avec une lumière blanche sera blanche. La tache centrale dans la figure de diffraction avec une lumière blanche sera blanche. Je reprends l'explication de cette dernière question. Lorsqu'on réalise la diffraction avec une lumière blanche, on aura la superposition des figures de diffraction de toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Et en particulier, la tache centrale, on aura la superposition de toutes les couleurs, c'est-à-dire on aura une lumière blanche ou bien, soi-disant entre parenthèses, une couleur blanche. Cet exercice arrive à sa fin et c'est un exercice de révision du phénomène de diffraction. Elle résume les questions associées à ce phénomène, telles que les conditions de réalisation de la diffraction, telles que la conclusion que nous donne la diffraction sur la lumière, ainsi que l'écart angulaire, calculer la largeur de la tache centrale, ou bien qu'est-ce qu'on observe sur un écran lorsqu'on effectue la diffraction avec une lumière blanche. Exercice 2. Une radiation lumineuse émise par une lampe à hydrogène a pour longueur d'onde dans le vide lambda égale 410,2 nanomètres. Petit a, la lumière émise par la lampe à hydrogène est dite monochromatique. Quelle est la signification de ce terme? Donc c'est une question de cours. On doit répondre. Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique à fréquence unique. Donc on écrit petit a, une lumière monochromatique est une onde électromagnétique à fréquence unique. Petit b, calculer la fréquence de cette radiation. Puisqu'on a la longueur d'onde dans le vide, donc la célérité de cette radiation est C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, on calcule la fréquence de la façon suivante. Petit b, on a C, la célérité, égale la longueur d'onde, fois la fréquence nu. Pour les ondes lumineuses, on n'écrit pas N pour la fréquence, ni F, mais on écrit une lettre grecque qui se lit nu. C'est l'équivalent de N dans l'alphabet. Ce qui implique que la fréquence nu, elle est égale C sur lambda. L'application numérique, nu égale 3,0010 puissance 8 sur 410,2 fois 10 moins 9 pour convertir le nanomètre en mètre. Ceci donne 7,31 10 puissance 14 Hz. Petit c, s'agit-il d'une radiation visible? Si oui, quelle est sa couleur? Pour savoir si une radiation est visible, on doit voir sa longueur d'onde. Est-ce qu'elle appartient à l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres? Dans notre cas, cette longueur d'onde appartient effectivement à l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres, donc c'est une radiation visible. Donc la réponse à la première partie de la question, c'est lambda appartient à l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres. Donc, c'est une radiation visible. La deuxième partie de la question, quelle est sa couleur? Puisqu'il est dans le domaine visible, on doit donner sa couleur. Les couleurs qu'il faut savoir sont les suivantes. Toutes les longueurs d'onde qui sont très proches de 400 nanomètres, on leur attribue la couleur violet. Et toutes les longueurs d'onde proches de 800 nanomètres, à partir de 650, 700 jusqu'à 800, on leur attribue la couleur rouge. Donc, dans notre cas, on a lambda égale à 410,2 nanomètres. Donc, c'est très proche de 400. La couleur de cette radiation est la couleur violet.
Deuxième question. Cette radiation passe du vide à une fibre optique d'indice n égale à 1,875. Petit a, calculez dans la fibre optique la célérité de la radiation. On sait que l'indice de réfraction d'un milieu est égal au rapport de la célérité C dans le vide à la célérité de la radiation dans le milieu. Donc on peut écrire pour cette deuxième question petit a, n égale C sur V. Donc, la célérité dans la fibre égale C divisé par n. Comme application numérique, V égale 3,0010 puissance 8 divisé par 1,875 égale 1,70 puissance 8 mètres par seconde. Petit b, calculer sa fréquence. On sait d'après le cours que la fréquence est une invariante. Il ne change pas si je change de milieu de propagation. Donc la réponse est simple. La fréquence nu est invariante. Donc la fréquence reste la même. Nu égale 7,31 10 puissance 14 Hz. Petit c, calculer sa longueur d'onde. Effectivement, la longueur d'onde change si on passe d'un milieu à un autre, du fait que la célérité de cette onde change. Donc, on calcule la nouvelle longueur d'onde de la façon suivante. On sait que n égale C sur V. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par la fréquence nu. C sur nu, ici V sur nu. C sur nu, c'est la valeur de la longueur d'onde dans le vide. Donc, lambda sur V sur nu, c'est la valeur de la longueur d'onde dans la fibre optique que je vais appeler lambda prime. On en déduit que la valeur de lambda prime, c'est lambda divisé par n. Et comme application numérique, lambda prime égale, lambda c'était 410,2 sur n qui est égal à 1,875. Ça donne en nanomètres 218,8. On peut utiliser une autre approche. Je peux écrire que la nouvelle célérité V égale la nouvelle longueur d'onde lambda prime fois la fréquence qui reste inchangée. Donc, lambda prime dans la fibre optique, elle est égale à V, la célérité, sur la fréquence. Ça donne le même résultat, 218,8 nanomètres. Donc, soit on procède par l'indice de réfraction, soit avec la célérité. Petit d, cette radiation appartient-elle au domaine visible? Si oui, quelle sera sa couleur? Il ne faut pas commettre l'erreur de dire que 218,8 n'appartient pas à 400 nanomètres, 800 nanomètres, donc cette radiation n'appartient pas au domaine visible. C'est faux. Toujours pour voir si une radiation est dans le domaine visible ou non, il faut voir sa longueur d'onde dans le vide et pas sa longueur d'onde dans un autre milieu. Ça, d'une part. D'une autre part, on a dit à la première question, une lumière monochromatique, c'est-à-dire qui possède une couleur, c'est une onde électromagnétique à fréquence unique. Tant que la fréquence n'a pas changé, la couleur n'a pas changé. Donc petit d, puisque la fréquence est inchangée, alors la couleur reste la même et la radiation est dans le domaine visible. Je reprends le piège de cette question. Le piège, c'est qu'on vous donne la longueur d'onde dans un autre milieu autre que le vide et on vous demande est-ce qu'elle appartient au domaine visible. Vous ne pouvez pas dire si elle est dans le domaine visible ou non à partir de cette longueur d'onde. Contrairement à la question C, on a la longueur d'onde dans le vide et on cherche ce qu'elle appartient à l'intervalle 400-800 nanomètres. N'oubliez pas que la radiation est dans le domaine visible si sa longueur d'onde dans le vide, je répète bien, dans le vide, appartient à l'intervalle 400-800. Si c'est dans un autre milieu, on ne peut pas conclure s'il est dans le domaine visible ou non. Exercice 3.
On envoie sous incidence normale un étroit faisceau de lumière parallèle comportant des radiations rouges de longueur d'onde lambda 1, 656,3 nanomètres, et des radiations bleues de longueur d'onde lambda 2, 487,6 nanomètres, sur un prisme de verre. Pour ces radiations, l'indice du verre vaut respectivement NR égale 1,612 et NB égale 1,661. NR c'est pour la radiation rouge, NB c'est pour la radiation bleue. Les radiations rouges arrivent sur la deuxième face sous un angle d'incidence I1 égale à 30 degrés, voire schéma ci-contre. Sur le schéma, on a un prisme. Sur ce prisme, il y a un faisceau de lumière qui arrive sous une incidence normale. Ça veut dire que l'angle d'incidence ici initial est égal à 0. Donc il va traverser la première face sans déviation, puisque l'angle d'incidence est nul. Il va arriver sur la deuxième face avec une incidence I1 égale à 30 degrés. Les deux radiations de ce faisceau ne sont pas déviées lorsqu'ils traversent la première surface. Ils arrivent toutes les deux sur la deuxième surface avec une incidence de 30 degrés. Première question, quel est l'angle I'1 de réfraction dans l'air? Donc on va s'intéresser maintenant aux radiations rouges et on va calculer I'1 de réfraction dans l'air. Alors prenons le schéma de cette figure et traçons la direction de la radiation rouge après sa sortie du prisme. On a le prisme et la radiation rouge, il arrive sous une incidence normale. Ça veut dire que le premier angle ici, sa valeur égale à 0. C'est l'angle d'incidence initial, I égale à 0. Et dans le cours, on a dit que si l'incidence est normale, le rayon n'est pas dévié lorsqu'il traverse la surface de séparation des deux milieux. Ici, c'est l'air et le prisme, c'est le verre. Lorsqu'il va arriver en ce point-là, que je vais appeler grand I, sous l'incidence 30 degrés, il va être réfracté. Il va sortir du prisme, c'est le phénomène de réfraction. Mais il va sortir et il va changer de direction. L'angle entre le rayon réfracté, c'est ce rayon-là, le rayon réfracté, et la normale à la surface, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à cette surface, cet angle, on l'appelle l'angle de réfraction. Dans l'exercice, ils l'ont nommé I'1. On nous demande de calculer cet angle-là. Au point I, il y a phénomène de réfraction et ce phénomène obéit aux lois de Descartes. Donc, selon la deuxième loi de Descartes, je peux écrire que le N de la radiation rouge fois le sinus de I1, c'est-à-dire de cet angle d'incidence, égale l'indice de réfraction de l'air, ici c'est l'air à la sortie, et l'indice de l'air c'est 1 fois sinus I'1. Donc sinus I'1, elle est égale à NR, c'est-à-dire 1,612, multiplié par le sinus de I1, c'est-à-dire de 30 degrés, égale 0,806. On en déduit que l'angle d'incidence I'1, elle est égale 53,7 degrés. En respectant le nombre de chiffres significatifs pour les degrés, ça fera 54 degrés. Ça, c'était la première question. Deuxième question, quel est l'angle de déviation D1, c'est-à-dire angle entre le faisceau arrivant sur le prisme et le faisceau émergeant du prisme. Donc l'angle de déviation, c'est l'angle entre le faisceau arrivant sur le prisme et le faisceau émergeant du prisme. Émergeant veut dire sortant du prisme. Donc je vais donner un schéma sur lequel je vais montrer l'angle D1. Comme vous voyez sur le schéma, j'ai le faisceau arrivant sur le prisme,
c'est sa direction initiale, c'est-à-dire il va suivre cette direction s'il n'y a pas de prisme. À cause du prisme, il est dévié et il a pris le chemin ici que j'ai tracé en rouge. Donc l'angle entre la direction initiale du rayon incident et la direction du rayon émergent, c'est cet angle D1. On nous demande de calculer sa valeur. Donc petit b. Alors maintenant, on va essayer de voir ça sur le schéma. Cet angle D1, c'est aussi cet angle-là. Entre le pointillé en rouge et le noir ici. C'est la même valeur que D1. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc, je peux dire que D1 plus I1 égale à I'1. Comme vous pouvez le voir, cet angle-là, entre la normale et le rouge, c'est cet angle, il est égal à celui-là, c'est-à-dire D1 plus I1. Donc, je peux écrire que I'1 égale D1 plus I1, d'où D1 égale I'1 moins I1. Tout calcul fait, I'1 c'est 54 degrés, I1 c'est 30 degrés, ça donne 24 degrés. Donc la radiation rouge est déviée de sa direction initiale de 24 degrés. Deuxième question, pour les radiations bleues, déterminez l'angle d'incidence I2 sous lequel arrivent ces radiations sur la deuxième face. Donc ici, on nous demande sous quel angle les radiations bleues arrivent sur cette deuxième face. Puisque la radiation bleue arrive d'une façon normale ou bien sous une incidence normale, alors il ne va pas être dévié au niveau de la première surface et il va continuer sa direction comme la radiation rouge. Donc l'angle d'incidence sur la deuxième face n'est autre que I1 égale à I2 égale à 30 degrés. Donc deuxièmement, petit a, la radiation bleue arrive sur la première face sous une incidence normale. Ce renseignement, il est dans le texte de l'exercice. On envoie sous incidence normale un faisceau de lumière comportant des radiations rouges et des radiations bleues. Donc, le trajet suivi par la radiation rouge avant la première phase est le même que les radiations bleues. Donc, ils arrivent toutes les deux avec une incidence normale. Donc, ils ne vont pas changer de direction au niveau de la première phase. Ils vont continuer tout droit pour tomber sur la deuxième phase avec une incidence égale à 30 degrés. Ce qui implique que I2 elle est égale à I1, elle est égale à 30 degrés. Petit b, déterminer l'angle I'2 de réfraction dans l'air. On veut le même angle que la radiation rouge, mais pour la radiation bleue. Prenons un schéma qui résume cette situation. Petit b, de la même façon que la radiation rouge, je vais appliquer en ce point la deuxième loi de Descartes, c'est-à-dire le n, cette fois-ci, de la radiation bleue, fois le sinus de I2, et on a dit que I2, il est égal à I1, égale l'indice de réfraction de l'air, fois sinus I'2, cet angle. Donc on applique la même relation que la radiation rouge, ce qui change, c'est l'indice de réfraction. Donc on trouve sinus I'2 égale l'indice de réfraction de la radiation bleue dans le texte, c'était 1,671 fois le sinus de I2, c'est-à-dire sinus de 30 degrés. On trouve que le sinus de I'2 égale 0,8355. On trouve
avec la calculatrice bien entendu, que I'2 égale 57 degrés. Petit c, l'angle de déviation. L'angle de déviation des deux de la même façon que l'angle de déviation D1. Donc, je vais mettre un schéma sur lequel je vais noter D2, petit c. Donc, on voit ici la direction initiale du faisceau incident. Et ça, c'est la direction du faisceau émergent. L'angle entre les deux s'appelle D2 pour la radiation bleue. De la même façon, cet angle D2, je le trouve ici. Ce sont deux angles opposés par le sommet entre la direction de ce rayon bleu et ce rayon noir. Donc, ça c'est l'angle D2, ça c'est D2. Si je fais la somme D2 plus I2, ça me donne I'2. Donc, D2 plus I2. Ici, c'est I1 qui est égal à I2. C'est d'après la première question du deuxième. Égal I'2. J'en déduis que D2 égale I'2 moins I2. En faisant le calcul de 57 degrés moins 30 degrés, on trouve 27 degrés. Donc la radiation bleue est déviée de sa direction initiale de 27 degrés. Et la radiation rouge est déviée de 24 degrés. Troisièmement, petit a, quelles sont les radiations les plus déviées? Complétez le schéma. D'après les deux questions précédentes, on trouve que la déviation du bleu elle est supérieure à la déviation du rouge. D2 est supérieur à D1. Donc on peut dire que la radiation bleue est plus déviée que la radiation rouge. Maintenant pour la suite de la question, compléter le schéma. C'est-à-dire ce prisme-là, je dois le compléter en traçant les directions des radiations bleues et rouges en même temps. Ceci me donne le schéma suivant. Donc, comme vous voyez, on a la radiation bleu-rouge qui vient sur le prisme. À la sortie du prisme, la radiation bleue est déviée de 27 degrés de sa direction initiale. Par contre, la radiation rouge est déviée de 24 degrés de sa direction initiale. Donc ça, c'est le schéma des radiations dès le départ jusqu'à l'émergence du prisme. Petit b, quelle propriété optique possède le prisme? Le fait que le prisme a séparé les deux radiations en rouge et bleu, cette propriété veut dire que le prisme est un milieu dispersif et a provoqué la dispersion de la lumière. Petit b, le prisme est un milieu dispersif. Cet exercice-là présent terminé qui concerne la déviation d'une lumière monochromatique par un prisme et la dispersion d'une lumière polychromatique par un prisme. Et on a utilisé pour le calcul des angles d'émergence la deuxième loi de Descartes. Pour calculer la déviation, il faut faire un schéma sur lequel on doit mettre l'angle de déviation et le relier aux autres angles tels que l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Exercice 4. Un faisceau de lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde produit par une source laser arrive sur un fil vertical de diamètre A. On place un écran blanc à une distance d égale 2,50 mètres de ce fil. La distance d est grande devant A. On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide, lambda 0, de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. Pour cela, on place devant le faisceau laser des fils calibrés verticaux. On désigne par A le diamètre d'un fil. La figure de diffraction obtenue est observée sur l'écran blanc. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction, soit x égale 1 sur A. La courbe L égale à f de x à l'allure ci-contre. Donc on réalise l'expérience de diffraction avec une lumière monochromatique. Au lieu
d'utiliser une ouverture, on utilise un obstacle matériel, un fil de diamètre A. On change les fils et on mesure la largeur de l'attache centrale et on trace les différentes valeurs de L en fonction de X qui est l'inverse du diamètre. Première question, donnez l'équation de la courbe L égale f de X. C'est-à-dire on doit donner l'équation de cette droite. Puisque c'est une droite qui passe par l'origine, on a une fonction linéaire. Et la fonction linéaire a comme équation y égale à x. Ici, y c'est L. Donc l'équation s'écrira de cette façon-là. Première question, L égale f de x est une fonction linéaire. Donc L s'écrira sous la forme alpha x, tel que alpha c'est le coefficient directeur et x c'est la variable de l'axe horizontal. Donc il faut chercher la valeur de alpha. Alpha égale, c'est un delta L sur delta x. Donc je choisis deux valeurs de l'axe des ordonnées et deux valeurs sur l'axe des abscisses. Puisqu'on a une fonction affine, on va choisir l'origine comme le premier point. Voilà, moins 0 ici. Et je cherche un autre point qui est clair dans l'échelle, à savoir celui-là. Pour ce point, j'ai 15 000 et pour L, j'ai 0,04. 0,04 sur 15 000. Donc le alpha égale, avec 5 chiffres significatifs, 2,6667 10 puissance moins 6. Alpha a comme unité mètre au carré. X est en mètre moins 1, L est en mètre, donc c'est mètre au carré. Donc l'équation de la droite, L égale 2,6667 10 puissance moins 6 fois x. C'est la réponse à la première question. Donnez l'équation de la courbe L égale à f2. Deuxième question. Donnez l'expression de L en fonction de d, x et lambda. On déduire la longueur d'onde en mètres puis en nanomètres. Deuxièmement, on va écrire l'expression de l'écart angulaire qui est égale à la largeur de l'attache centrale divisé par 2 fois la distance jusqu'à l'écran. Et d'autre part, on a θ égale à lambda sur A. Dans cet exercice, 1 sur A sera remplacé par x. Donc, θ égale lambda fois x. Or, θ est considéré petit, θ l'angle est petit, tangente θ est pratiquement égal à θ. J'en déduis que L sur 2D égale à lambda x. Donc, L égale 2 lambda d fois x. D'après cette relation, c'est la réponse à la première partie de cette question. Maintenant, pour calculer la longueur d'onde lambda, j'ai deux équations de la droite. Une équation à partir du graphe et une autre équation à partir de l'étude théorique. Donc, je peux écrire, on a les deux équations suivantes. L égale 2,6667 10 puissance moins 6 fois x et j'ai L égale 2 lambda fois d fois x. Donc par identification, ce coefficient directeur 2,6667 10 moins 6, c'est 2 lambda fois d. Donc 2 lambda fois d, c'est la valeur du coefficient directeur. J'en déduis que la valeur de lambda est la suivante. On trouve comme application numérique, je reprends ici c'est lambda 0 d'après l'énoncé. Donc je dois remplacer les expressions de lambda par lambda 0. Donc j'en déduis que la valeur de lambda 0 égale 533 10 puissance moins 7 mètres. En nanomètres, c'est 533 nanomètres. Troisièmement, calculer la fréquence nu0 de la lumière monochromatique utilisée. Pour cette question, on va appliquer la relation entre la fréquence, la célérité dans le vide et la longueur d'onde. C égale
la longueur d'onde dans le vide fois la fréquence nu0. Donc, la fréquence nu0 égale C sur lambda 0. Comme application numérique, 3,00 10 puissance 8 sur 533 10 puissance moins 7. On trouve 5,63 10 puissance 14 Hz. On éclaire avec cette source laser un verre fluide d'indice de réfraction N égale 1,64. À la traversée de ce milieu transparent dispersif, les valeurs de la fréquence, de la longueur d'onde et la couleur associée à cette radiation varient-elles? Si oui, calculez une nouvelle valeur. Dans cette question, on envoie la lumière laser sur un verre de flint, c'est-à-dire la lumière émise par ce laser va traverser ce verre et ce verre a un indice de 1,64. La question c'est, est-ce que la fréquence, la longueur d'onde et la couleur associée vont varier lorsque cette lumière traverse ce verre? Si oui, calculez une nouvelle valeur. Pour chaque grandeur qui va varier, on doit calculer sa nouvelle valeur. Première chose à savoir, d'après le cours, la fréquence est une invariante par changement de milieu de propagation. Autrement dit, la fréquence ne change pas si je change de milieu de propagation. Donc, cette lumière émise par ce laser aura toujours la même fréquence s'il se propage dans le vide ou bien dans un autre milieu autre que le vide. Donc la fréquence ne va pas changer, elle va rester égale à la fréquence déjà calculée, 5,63 10 puissance 14 Hz. La couleur ne va pas changer puisque la couleur est associée à la fréquence. Puisque la fréquence n'a pas changé, la couleur reste la même. Donc ni la fréquence ni la couleur ne vont changer. Par contre, la longueur d'onde va varier du fait que la vitesse de la lumière dans le verre n'est pas égale à C. Donc on va répondre en deux étapes. On va d'abord commencer par les grandeurs qui ne changent pas et enfin la grandeur qui va changer de valeur. Donc quatrièmement, la fréquence est invariante par changement de milieu, bien entendu de propagation. Donc la fréquence nu0 restera égale toujours à 5,63 10 puissance 14. Deuxième chose, la couleur ne change pas, car la fréquence est constante. Donc à retenir, la couleur ne change que si la fréquence change. Par contre, la longueur d'onde lambda va varier. Maintenant, comment calculer la nouvelle valeur? La nouvelle valeur, on part de N égale C sur V. C, c'est la célérité dans le vide. V, c'est la vitesse de propagation dans le verre. Après, je vais remplacer C par lambda 0 fois nu0. Lambda 0 fois nu0. Deuxième chose, je vais remplacer V par la même relation, mais avec la nouvelle longueur d'onde lambda, qu'on va appeler lambda prime plutôt, et la fréquence n'a pas changé, c'est nu0. On en déduit que N égale lambda 0 sur lambda prime, d'où lambda prime, elle est égale à lambda 0 sur n. Donc, comme application numérique, lambda prime égale, lambda 0 c'était 533 nanomètres, je prends la valeur en nanomètres, sur n qui est 1,64. On trouve 325 nanomètres. On peut nous demander comme question supplémentaire, est-ce que cette radiation appartient au domaine visible? Puisque cette longueur d'onde, ce n'est pas la longueur d'onde dans le vide, on ne peut rien dire. Il ne faut pas dire que 325 n'appartient pas à 400 nanomètres ou 800 nanomètres. Toujours, pour comparer lambda à cet intervalle, il faut que ce lambda soit dans le vide. Exercice 5. Le caractère ondulatoire de la lumière fut établi au XIXe siècle par des expériences d'interférence et de diffraction, montrant par analogie avec les ondes mécaniques
que la lumière peut être décrite comme une onde. Cela veut dire que le caractère ondulatoire de la lumière, elle fut établi au XIXe siècle, car en faisant des expériences d'interférence et de diffraction, on ne pouvait pas expliquer ces phénomènes en considérant la lumière comme un rayon lumineux. Et en faisant l'analogie, la comparaison avec les ondes mécaniques, on a pu établir que la lumière peut être décrite comme une onde. Expérience de Fresnel. Fresnel a utilisé les rayons solaires pour réaliser son expérience. Une telle lumière est-elle monochromatique ou polychromatique? La réponse est simple. La lumière du soleil n'est pas monochromatique, elle est polychromatique. Premièrement, la lumière du soleil est polychromatique. On peut avancer comme argument, l'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière du soleil, donc ce n'est pas une lumière monochromatique. Deuxième question, Fresnel exploite le phénomène de diffraction de la lumière par un fil de fer. Il a utilisé un fil de fer pour réaliser l'expérience de diffraction. Je vous rappelle que lors du premier exercice, on a dit que pour réaliser le phénomène de diffraction, il faut mettre un obstacle devant la lumière. Cet obstacle peut être un objet matériel tel qu'un fil, un cheveu, ou bien une ouverture dans une surface telle qu'une fente ou bien un trou. Ici, il a utilisé un fil de fer. Le phénomène est identique avec un fil et une fente de même largeur. Si le fil a un diamètre égal à la largeur de la fente, le phénomène est identique. Donc, on va observer une figure de diffraction. La première question, le diamètre du fil a-t-il une importance pour observer le phénomène de diffraction? Si oui, indiquez quel doit être l'ordre de grandeur de ce diamètre. Effectivement, le diamètre du fil a une importance pour observer le phénomène de diffraction. Il doit être petit et de l'ordre du 10-4 mètres. Question 2. Le diamètre du fil a une importance dans l'observation du phénomène. Maintenant, l'ordre de grandeur, on doit avoir, pour que le phénomène soit observable, lambda sur A supérieur à 10 puissance moins 3. Donc, le diamètre A, ou bien la largeur de la fente si j'ai une fente, elle doit être inférieure à lambda sur 10 puissance moins 3. Si je prends la plus grande longueur d'onde dans le domaine visible, donc A doit être inférieur à 800 nanomètres, c'est 10 moins 9 sur 10 puissance moins 3. Donc A doit être inférieur à 8 10 puissance moins 4. Donc je peux dire que A est inférieur 8 10 moins 4, c'est pratiquement 10 moins 3. Donc A doit être de l'ordre de 10 moins 4, c'est-à-dire inférieur à 10 moins 3, de l'ordre de 10 moins 4 mètres. Deuxième question, mesure de longueur d'onde par diffraction. On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser vert, émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. À quelques centimètres du laser, on place des fils verticaux de diamètre connu. On désigne par A le diamètre du fil. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance d égale 1,60 m des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale. À partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer la demi-ouverture angulaire θ du faisceau diffracté. La figure 1. Première question, établir la relation entre L et D qui a permis de calculer θ pour chacun des fils. L'angle θ étant petit, on peut considérer que tangente θ est pratiquement égal à θ avec θ en radian. Maintenant, si je résume la deuxième question, on a réalisé l'expérience de diffraction avec différents fils qui possèdent différents diamètres et chaque fois on mesure la largeur de la tâche centrale pour chaque fil. Le schéma ci-contre montre cette situation.
la demi-ouverture angulaire du faisceau diffracté, c'est ce qu'on appelle l'écart angulaire. Donc la question est établir, démontrer la relation entre L et D qui permet de calculer θ. Donc à partir de ce schéma, je prends ce triangle rectangle et j'écris l'expression de θ qui est égale à ce côté opposé sur ce côté adjacent. Cette partie-là, c'est la moitié de la largeur de la tâche centrale. Donc, je peux écrire comme réponse à cette première question du deuxièmement, tangente θ, elle est égale L sur 2 fois D. Ceci est à peu près égal à θ, puisqu'on a considéré que l'angle θ est petit. Donc, on a L sur 2D égale à θ. C'est la relation demandée dans l'exercice. Établir une relation entre L et D qui a permis de calculer θ pour chacun des fils. Je mesure L avec une règle sur l'écran. J'ai la distance D. En faisant ce calcul, j'ai déterminé la valeur de θ. Deuxième question. Donnez la relation liant θ, lambda et A et leur unité. C'est une question de cours. θ, elle est égale à lambda sur A. On nous demande de donner leur unité. Lambda doit être exprimé en mètres, A aussi en mètres et θ en radians. 2, 3, on trace la courbe θ égale à f de 1 sur A. Ici, pour des commodités de calcul, on va remplacer 1 sur A par x. Donc, au lieu d'avoir la courbe θ égale à f de 1 sur A, on a la courbe θ égale à f de x. θ dans l'axe des ordonnées et x dans l'axe des abscisses en mètres moins 1. La question est la suivante. Montrez que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la question précédente. On nous demande de montrer que cette courbe elle est compatible, elle est en accord avec l'expression donnée dans la question 2.2. D'après la question 2.2, on a θ égale lambda sur A. Bon, pour cette question 2.3, on a, d'après la question 2.2, θ égale lambda sur A. En remplaçant 1 sur A par x, on trouve que θ égale lambda fois x. C'est une équation du premier degré et c'est l'équation d'une fonction linéaire. Maintenant, je vais essayer de voir cette courbe θ égale f de x. Est-elle aussi une fonction linéaire, oui ou non? Effectivement, θ égale f de x, c'est-à-dire f de 1 sur A, est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Expérimentalement, la courbe me donne θ une fonction linéaire de x et la question 2.2 me donne aussi que θ est une fonction linéaire de x. Donc, je peux dire que les deux, c'est-à-dire la courbe et l'expression, sont en accord. Alors, la courbe et l'expression sont en accord. 2.4. Comment pourrait-on déterminer graphiquement la longueur d'onde de la lumière monochromatique utilisée? Alors, pour déterminer graphiquement la longueur d'onde de la lumière utilisée, on va calculer le coefficient directeur de cette droite. Le raisonnement est le suivant. Puisque l'expression de θ et la courbe sont en accord, j'ai θ égale lambda fois x. Ce qui implique que lambda est le coefficient directeur de la droite. Donc graphiquement, pour calculer lambda, on calcule le coefficient directeur. On ajoute, il suffit de calculer le coefficient directeur. La dernière question, 2.5, en utilisant la figure 2, c'est-à-dire cette figure où il y a la courbe, déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée. On a dit en 2.4 que pour calculer la longueur d'onde, il suffit de calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc, on va calculer le coefficient directeur et sa valeur, c'est la valeur de lambda. Donc, 2.5, lambda est le coefficient directeur. Et ce coefficient, elle est égal à la variation delta θ,
c'est le delta des ordonnées, sur la variation delta x des abscisses. On va prendre deux valeurs de θ et on va choisir l'origine comme point et un autre point qui est clair dans l'échelle. Par exemple, ce point-là a comme abscisse 45 10 puissance 3 et comme ordonnée 25. Donc j'aurai ici 25 moins 0. Mais il ne faut pas oublier que l'axe des ordonnées il est en milliradians. Donc c'est fois 10 puissance moins 3. Le 25 possède comme abscisse 45 10 puissance 3. 0 c'est 0. Et ça me donne la valeur suivante. C'est 5,56 10 puissance moins 7 mètres. Si on veut cette valeur en nanomètres, ça sera 556 nanomètres. Ce n'est pas obligatoire parce que ce n'est pas demandé dans le texte. C'est la fin de cette séance d'exercice et à la prochaine séance.